Des trafiquants de drogue dans mon Airbnb quand la fiction devient réalité. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un décor un petit peu particulier puisque nous sommes présents à Monaco dans les locaux de Canopy. C'est l'occasion de tester un format d'un nouveau genre un petit peu plus authentique, inspiré de ce que fait Guillaume Houbèche, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois de cela, une histoire invraisemblable qui commence comme une simple réservation Airbnb et qui se termine avec plus de 20 kilos de cocaïne dans mon appartement. Vous avez bien entendu, et le plus loufoque dans tout cela, c'est que tout commence par une simple réservation sur la plateforme. On est en avril dernier, une période normalement calme pour les demandes de réservation, mais où le pont du 1er avril se dessine. Je m'attendais naturellement à obtenir des demandes de réservation sur cette période. À ce moment-là de ma vie, j'étais toujours en position dans mon précédent job, en pleine période de clôture des comptes, donc une période quand même assez dense, et où je n'avais pas forcément le temps de m'occuper de mes logements comme je l'aurais dû. Comme vous le savez, je suis moi-même multi-investisseur dans le sud-est de la France. Je possède multiples propriétés que j'opère en location de courte durée. Je reçois donc une demande de réservation de dernière minute, jusque-là rien d'inhabituel, sauf que le locataire me propose très rapidement un arrangement hors plateforme pour éviter les frais de séjour. Dans un moment d'absence, j'accepte, je me dis qu'au final c'est une réservation de quelques nuitées et que ça va le faire, mais au final pas de contrat, pas de dépôt de garantie, aucune trace de flux financier puisque le locataire me propose de payer en cash. Et en fait, c'est la première grosse erreur que je commets puisque en cas de problématique, vous n'avez aucune couverture. Pour vérifier les premiers éléments de la réservation, je demande à m'entretenir avec la personne. C'est aussi un moyen de vérifier à l'oral à qui j'avais affaire. Très rapidement, on tombe d'accord sur le prix, sur la durée de séjour et sur le mode de récupération des clés et de check-in. Alors je tombe sur une jeune femme qui s'exprime avec éloquence, une voix calme, rien de particulier à signaler et on tombe rapidement d'accord sur le prix, sur la durée du séjour et sur le moyen d'effectuer le check-in et le lieu du rendez-vous. Donc la réservation est enregistrée, on part sur un séjour de 4 nuitées qui se déroule du jeudi au lundi. Le deal est conclu. Le soir même, lors du check-in, donc j'entreprends un deuxième point de contrôle parce que je demande à ma mère d'effectuer l'entrée des lieux. Donc ma mère a peut-être plus de feeling avec les gens et je me dis naïvement que en cas de problématique, elle saura déceler la chose et elle saura me faire remonter le point tout de suite. Donc la jeune femme se présente pour la remise des clés et l'installation, bien présentée, voix fluette. Le check-in se passe convenablement, elle est satisfaite des lieux et donc on opère au check-in naturellement. Ma mère m'appelle dans la foulée pour me dire que tout s'est bien déroulé, qu'elle a versé les fonds et qu'elle est rentrée dans les lieux de manière totalement satisfaite. Franchement, tout semblait normal. Et c'est là qu'on réalise que dans la location saisonnière, l'apparence ne veut rien dire. Un sourire, une tenue soignée, on baisse notre vigilance et c'est l'erreur numéro 2 que j'ai commise. Quelques heures plus tard, en fin de soirée, mon téléphone sonne. Au bout du fil, un jeune homme que je ne connais pas m'explique que le micro-ondes ne fonctionne pas. Je suis d'abord surpris par cet appel. Cet homme que je connais ni d'Adam ni d'Ève, puisque j'ai eu affaire à la jeune femme au préalable, commence à employer un ton très rapidement agressif, trop rapidement. En quelques secondes, le ton monte, parce que c'est vrai que j'ai aussi mon caractère, et donc je décide de lui raccrocher au nez. Je vous remets dans le contexte, il est minuit passé lorsque je reçois cet appel, et je suis assez irrité par cet appel tardif et par le ton qu'emploie le locataire. Je décide de procéder à certaines vérifications. Donc je me retrouve dans une situation où j'ai deux numéros de téléphone bien distincts, celui de la jeune femme et celui du jeune homme. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de saisir ces numéros de téléphone sur WhatsApp pour avoir un petit peu plus d'informations. Je saisis donc le numéro de téléphone de la jeune femme et je constate très rapidement que le nom qu'elle emploie sur WhatsApp est différent de celui qu'elle employait sur Airbnb. C'est un exemple, elle s'appelait Emily sur Airbnb et elle s'appelait Laura sur WhatsApp. Naturellement, j'ai émis les premiers doutes. Je me dis que c'est quand même assez suspect. Je saisis donc sans plus attendre le numéro du jeune homme sur WhatsApp. Et là, c'est la surprise. Donc, photo de profil, une belle feuille de cannabis en bonne et due forme. Et le titre du profil WhatsApp, livraison premium, CBD, etc. Donc là, il n'y a plus aucun doute.
la réservation prend une tournure quand même inattendue. Donc à ce moment de ma vie, comme je l'ai évoqué, j'étais quand même assez pris. On est, pour vous resituer, on est le jeudi soir. Le vendredi, durant la journée, je devais être présent au bureau dans une période de clôture des comptes, donc assez dense. Pas le temps de m'occuper de la réservation, mais je me dis tout de suite que dès le samedi, je vais mettre mon nez dans la réservation pour, comme on dit chez moi, faire opérer un marquage à la culotte. Donc le vendredi s'écoule, on se retrouve le samedi matin. J'envoie un message sans plus attendre à la jeune femme en lui disant est-ce qu'on peut se rencontrer. Donc je prétexte la volonté d'effectuer une visite de courtoisie pour veiller encore une fois à ce que le séjour se déroule convenablement, à ce que les règles de sécurité ou le règlement intérieur soient respectés, tout en sachant qu'à ce moment-là, je n'ai ni dépôt de garantie ni contrat. Et ma crainte, c'est que effectivement il y ait des dégradations qui soient opérées et que ces personnes laissent le logement dans un état moyen, sans pour autant opérer le check-out et en partant de manière un petit peu sauvage. Donc on se retrouve dans la journée de samedi, j'envoie un message à cette personne pour convenir d'un rendez-vous. Je lui propose samedi 16h. Très rapidement, elle m'écrit en retour qu'elle ne sera pas disponible samedi 16h, elle me propose en retour samedi 18h. Deal, je lui dis que c'est OK pour samedi 18h et que je me présenterai sur les lieux du logement pour opérer un petit contrôle, une vérification de courtoisie. Fait exprès, cet après-midi-là, je me retrouve donc dans la commune de mes résidences et je me retrouve disponible un petit peu en avance quant au rendez-vous. Donc je me retrouve sur les lieux de mon logement, non pas à 18h, mais à 16h, donc 2 heures bien en avance. Je décide à procéder à un tour du propriétaire, donc je rentre dans la résidence naturellement pour veiller ou pour contrôler que tout se passe convenablement, au niveau de la résidence RAS. Et mes appartements se situent en fin de compte en rez-de-jardin, donc ce sont des appartements en rez-de-jardin avec le jardinet qui va bien dedans. Donc je rentre dans le jardinet, et donc là il y a des grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur, et je commence par regarder au travers des baies vitrées pour essayer d'entrevoir s'il y avait des points d'attention particuliers à éveiller. À ce niveau-là, RAS. Et donc là, je me retrouve dans une situation où il est 16h, je suis bien dans l'avance du rendez-vous, on est le 2 avril, je regarde aux alentours, je regarde autour de moi, il n'y a personne dans la résidence, je suis dans mon jardin, j'ai les clés de la propriété sur moi, un double des clés en tout cas, et dans un élan, je décide de rentrer dans mon appartement. Alors attention, petit aparté, dans ce cas de situation, c'est pas ce que je vous invite à faire. Déjà, comme je l'évoquais, il y a un certain nombre d'erreurs que j'ai commises, donc je vous invite à éviter ce type d'erreur. Dans ce cas de situation, effectivement, il ne s'agit pas de rentrer dans des lieux occupés par des locataires. Je suis donc dans l'appartement, donc au niveau de l'entrée, la première pièce que l'on trouve dans cet appartement en question, c'est le séjour. Donc ma volonté, c'était pas de fouiller, c'était uniquement de contrôler que tout se passait convenablement et que le règlement intérieur était respecté. Donc j'opère des points de contrôle sur des éléments essentiels de l'appartement, parquet, mur, cuisine, mobilier électroménager, mais je commence pas à fouiner ou à faire du gossip, c'est pas mon intérêt, c'est pas ma volonté à ce moment-là. Donc, première pièce que je trouve, c'est donc le séjour, donc que je traverse assez rapidement, je contrôle RAS, parquet, mur, rien à signaler. En bout du séjour, on retrouve ma cuisine. Donc cuisine, je fais un tour du propriétaire, je regarde l'électroménager qui n'a pas été utilisé, donc RAS. Et donc je me dirige très rapidement, derrière la cuisine, on trouve la chambre. Et donc là, je rentre dans la chambre, mais il y a quand même un point qui éveille mon attention et qui fait que je me stoppe dans mon élan, c'est que je constate que sur le plan de travail de la cuisine, il y a 2 valises rigides qui sont disposées sur le plan de travail. Et donc je me stoppe dans mon élan et je sais pas, ça m'alerte et je me dis que ces valises n'ont rien à faire. Donc je reviens sur mes pas, effectivement, tout en sachant que l'appartement a été meublé et décoré à des fins de location touristique. Donc on retrouve un petit peu dans le même style que les hôtels. J'ai disposé de meubles bas et de socles pour que les locataires puissent disposer leurs valises convenablement, etc. Et donc je me dis que ces valises présentes sur le plan de travail n'ont rien à faire là. Et donc je me retrouve face au plan de travail avec 2 valises en rigide. Vous savez, je vais pas citer de marque, mais c'est des valises un petit peu imposantes, qui sont dézippées. Et donc
je soulève très naturellement le capot des 2 valises. Et donc là, quelle surprise fut-elle? Les valises rigides, pleines de drogue, pardon, où on retrouve des savonnettes de shit, plusieurs savonnettes de shit. On retrouve des sachets de bœuf, vous savez, les sachets compressés, la sous vide, une multitude de sachets sous vide, et on retrouve des paquets, des petits ballots de cocaïne scotchés. Pareil, une petite multitude de ballots de cocaïne. À vue d'œil, je sais pas, je suis pas un expert en la matière, mais il y avait une bonne vingtaine de kilos de drogue sur mon plan de travail. Et donc là, je suis stoppé dans mon élan. Mes soupçons sont très rapidement, s'avèrent très rapidement exacts. Je me retrouve dans une situation où je suis en plein milieu de mon séjour, avec 20 kilos de drogue diverses et variées devant moi. J'ai rien à faire sur les lieux. Pour autant, j'ai aucun contrat, aucune garantie, aucune preuve soit telle qu'il y ait des locataires en place. Donc, très rapidement, j'ai peur de me retrouver confronté avec les trafiquants de drogue, en sachant que la personne masculine, je l'ai pas encore vue, donc je sais pas à qui j'ai affaire. Ça peut être un petit trafiquant, comme ça peut être un gros bonnet. Donc très rapidement, je sors de l'appartement, je remets tout en place comme si de rien n'était, je ferme le volet, le verrou, et donc je me retrouve dans une nouvelle situation où je suis de nouveau en plein milieu de mon jardinier, avec non plus des doutes, mais des craintes avérées. Et donc là, dans cette situation, je me dis, de un, que je suis dans une situation un petit peu compliquée, que deux, il faut que je prenne une action assez rapide et exécutive, et que de trois, voilà, j'ai quand même, ça soulève un questionnement quant au mode d'opération et quant aux options qui s'offrent à moi. Donc, j'essaie de garder mon calme, de garder mon esprit. Très rapidement, il y a 3 solutions qui me viennent en tête. La première, effectivement, c'est de alerter les autorités, alerter la police, tout en sachant que bon, je suis le propriétaire des lieux, je n'ai pas de contrat de location, je n'ai pas de dépôt de garantie, je n'ai aucune preuve, tant soit telle qu'il y ait des locataires. Et ma crainte première, c'est de me dire que je vais me retrouver impliqué dans ce trafic, ou que potentiellement mon logement pourrait rester fermé un certain temps pour des contrôles policiers un petit peu plus poussés. Deuxième option, je me dis, je ferme les yeux, je fais comme si je n'avais rien vu, tout en sachant qu'on se situe donc au niveau chronologique, on est le samedi, qu'on est au milieu du séjour, d'un séjour de 4 nuitées, qu'il reste à ces personnes 2 nuitées à effectuer dans mon appartement. Très rapidement, c'est une option que j'écarte également. Je me dis que je veux pas de ce type de trafic dans mon appartement, que pour moi une valeur essentielle c'est l'honnêteté, le respect, l'intégrité, et que je veux dire ces personnes font ce qu'elles veulent mais pas chez moi. Donc je me dis très rapidement que ces gens-là, je les veux pas chez moi, et donc j'en viens très rapidement à la troisième option, qui est de me dire que je vais mettre fin au séjour, que je vais attendre les locataires, donc suivant le rendez-vous que j'avais à 18h, et que je vais mettre fin au séjour en les exhortant de quitter mon appartement. Et donc là, je me retrouve dans une situation où je vais entreprendre une action quand même assez délicate, puisque je vais être confronté à des trafiquants de drogue, qui vont comprendre très rapidement que je les ai démasqués, qui vont comprendre très rapidement que je suis témoin de leur petit trafic, auquel je vais mettre fin au séjour pour lequel ils ont déjà payé. Alors, je me dis que je suis quand même dans une situation assez délicate, qui pourrait mal tourner. Je sais encore une fois pas à qui j'ai affaire. Et donc je me dis, je vais quand même notifier mon action à des proches, juste par sécurité et par prévention. Et donc là, j'aimerais vraiment savoir, à ma place, qu'auriez-vous fait? Ceux qui me connaissent savent que je suis pas du genre à rester les bras croisés, mais je vous raconterai la suite dans un épisode numéro 2. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, et surtout à nous inviter à produire toujours plus de contenu de qualité. N'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos proches et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que je peux vous dire, c'est que cette expérience m'a appris une leçon, ne jamais sortir du cadre officiel, toujours vérifier les identités, toujours avoir une trace écrite, un contrat, des dépôts de garantie, voire même je vous invite à vous professionnaliser et à céder la gestion locative de vos appartements à des professionnels qui sauront opérer de la meilleure des manières. Voilà tout, je vous embrasse et vous dis à très vite sur cette chaîne de Canopy.